Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'écouter Radio Sénégal. Il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique, Souley Bari. Voici les titres. Coup de tonnerre en Gambie. Le président sortant Yaya Jammeh s'apprête à reconnaître sa défaite selon le président de la commission électorale. Yaya Jammeh doit s'exprimer en fin d'après-midi. Une déclaration très attendue, nous dit notre envoyé spécial Papa Malik Ndao. Il sera en direct de Banjul. Une centaine de Sénégalais en situation irrégulière sera expulsée des États-Unis. Annonce faite par le ministre des Affaires étrangères. Mankeur Ndiaye a également évoqué les dossiers Mbayang Diop accusé de meurtre en Arabie Saoudite, Al-Khali Cissé et Sambakan condamnés à la prison à perpétuité aux États-Unis. Le ministre défendait hier à l'Assemblée nationale le budget de son département. Le général de corps d'armée Cheikh Gueye est désormais le patron de l'armée sénégalaise. Il a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. À suivre également dans ce journal les sports avec Cheikh Tidiane Ndiaye et la revue de presse signée Aaron Agouf. Les Gambiens ont donc voté le changement. Adama Barrow, candidat de l'opposition, est en passe de remporter la présidentielle si ce n'est déjà fait. Yaya Jammeh, président sortant, s'apprête à reconnaître sa défaite selon le président de la commission électorale. Jammeh doit s'exprimer en fin d'après-midi. Les précisions de notre envoyé spécial en Gambie. Papa Malingdao, bonjour. Bonjour Rougiatou. Est-ce que les résultats ont donc été publiés par la commission? Les résultats viennent de tomber. Et je confirme que Adama Barrow de la coalition indépendante vient d'être élu à la tête de la République de Gambie. Il a reçu, il a comme nombre de votants 263 560 voix. Il a donc 263 560 voix. Yaya Jammeh a 212 999 voix. 212 999 voix et l'autre candidat Mama Kandeh a 102 269 candidats, 269 électeurs donc voix. Mama Kandeh 102 962 voix. Le président de la commission électorale Alié Momar Ndiaye vient de donner tout de suite à l'instant même les résultats. Il a appelé les Gambiens à rester tranquilles. Il a dit que c'est un jour historique parce qu'après 22 ans de pouvoir, un président qui était à la tête du pays a accepté sa défaite et va appeler le gagnant Adama Barrow pour le féliciter. On s'attendait même à une déclaration de Yaya Jammeh parce que le président tout à l'heure vers 11h, il avait annoncé que Yaya Jammeh va faire une déclaration à la télévision, mais à la place d'une déclaration de Yaya Jammeh, on a une déclaration du ministre de l'Intérieur et une déclaration du chef de la police Yankhoba Sonko. Ils ont appelé les Gambiens à rester tranquilles, à aller à leurs occupations. Le vote est fini et la vie continue. C'est ce que même a dit le président Momar Ndiaye qui a demandé aux Gambiens d'aller vaquer à leurs occupations. Le vote est fini maintenant. La Gambie va rester un pays unique. Tous les Gambiens sont égaux en droit et en dignité. Et maintenant que les élections sont terminées, il faut maintenant que la vie reprenne de plus belle et que les Gambiens se donnent la main pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est l'unité de la Gambie. L'essentiel, c'est le développement de la Gambie, parce que le président même l'a dit, que les élections ont été transparentes, les élections ont été libres et il n'y a aucun trouble ici au niveau de toutes les de tous les lieux de vote qui sont à travers le pays, qui sont au nombre de 1000 et quelques Rougiatouba. Pape Malik, est-ce que la réaction de Yaya Jammeh surprend en Gambie? Papa Malik Ndao en direct de Banjul. Je rappelle que les résultats de la présidentielle gambienne viennent d'être publiés. Adama Barrow est le candidat de l'opposition. Il est donc élu avec 263 560 voix. Yaya Jammeh deuxième avec 212 999 voix. Troisième Mama Kandeh avec 102 000 voix. Le président Yaya Jammeh aurait donc reconnu sa défaite face à Adama Barrow
parole, le candidat de l'opposition. Nous reviendrons sur tout cela avec notre envoyé spécial en Gambie, Papa Malick Ndao, et au Sénégal après sa rencontre hier avec le président Macky Sall. Le Front Manko Wattu Sénégal donne une conférence de presse à 16h au siège du Grand Parti à Yoff. Le président Macky Sall a donc rencontré hier une délégation de la coalition de l'opposition. Il y a eu des accords sur l'audit du fichier électoral et la suppression de la confirmation lors de l'inscription à Arona Diouf. Selon le communiqué de la présidence de la République, plusieurs sujets à caractère politique ont été abordés et les accords ont été notés. Le chef de l'État qui a rappelé son attachement sans réserve au consensus comme mode de définition des règles du jeu électoral, au respect du calendrier et à la tenue d'organisation d'élections libres et démocratiques. À cet effet, Macky Sall s'est félicité des accords importants obtenus lors de la revue du code électoral conformément à l'esprit du dialogue national lancé le 28 mai 2016. Sur l'essentiel des points soulevés, des accords ont été notés. Fait remarquer la présidence de la République. Il s'agit entre autres de la fixation de la date des législatives au 2 juillet 2017, l'augmentation du nombre de commissions administratives pour l'inscription massive des Sénégalais en âge de voter. Également, le principe de l'audit du fichier électoral à la fin des opérations d'inscription a été retenu, mais aussi le principe d'information exhaustive des citoyens sur le processus. Cependant, précise le communiqué, le chef de l'État a attiré l'attention sur l'impératif de consolider notre système électoral en évitant d'y introduire des changements susceptibles de le fragiliser. La rencontre président de la République Manko Wattu Sénégal analysée par Momar Diong. Il faut d'abord saluer cette initiative, estime l'analyste politique. Cependant, à propos du point de discorde, à savoir l'appartenance politique du ministre de l'Intérieur, c'est un point qui était réglé avec la nomination des généraux Cissé et Nyang. C'est donc un acquis qu'on doit préserver selon Momar Diong, joint par Mariam Mamane. Il y a eu quand même un certain nombre de points d'accord qui me paraissent très importants. Le premier, c'est que l'opposition déplorait le fait que jusqu'à présent, il n'y avait pas une fixation de la date des prochaines élections législatives. Depuis hier, ils ont convenu avec le président de la République de retenir la date du 2 juillet prochain pour tenir les élections législatives. Le deuxième point, c'était le fichier électoral. Et sur cette question, la garantie qui a été donnée par le président de la République, qu'au terme des opérations, c'est-à-dire d'ici le mois d'avril, si on n'atteint pas le nombre de 4 millions d'électeurs inscrits, on va se reporter sur l'ancien fichier et quel que soit le choix de figure, il y aura un audit du nombre d'inscrits. Je crois que ça participe à apaiser le climat politique. Mais le principal point de désaccord est le fait que le ministre de l'Intérieur soit un homme du parti au pouvoir. Est-ce que l'appartenance politique du ministre de l'Intérieur doit être une revendication valable vu l'état de notre démocratie? Il y avait une loi non écrite qui voulait, depuis Diouf, que le ministère de l'Intérieur ne puisse pas connaître une étiquette politique. Quand Abdoulaye Wade a voulu remettre en cause cette tradition, il y a eu une pression de l'opposition de l'heure telle qu'il était obligé de couper la poire à deux en maintenant Maître Ousmane Ngom comme ministre de l'Intérieur, mais en nommant Cheikh Gueye comme ministre chargé des élections. On a vu non seulement le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, manifester ouvertement son appartenance politique à l'APR, mais on a même vu avec la gestion de la campagne du référendum comment son appartenance à l'APR a impacté sur l'organisation de ce référendum par le ministère de l'Intérieur. Il n'est pas encore trop tard que M. le Président de la République puisse ne serait-ce que revenir sur cet acquis-là et peut-être, pourquoi pas, nommer un ministre chargé des élections s'il tient à garder Abdoulaye Daouda Diallo en raison de la confiance qu'il a vis-à-vis de lui au ministère de l'Intérieur. Omar Diong, analyste politique sur Radio Sénégal à 13h09. Nous avons en direct de Bandul Papa Malick Ndao. La liaison avait été interrompue tout à l'heure. Papa Malick, donc les résultats sont tombés. Adama Barrow passe avec 263 000 voix, 560. Yaya Jammeh est donc battu et reconnaît sa défaite. Est-ce que la réaction de Jammeh a surpris les Gambiens? Ruby, la réaction de Jammeh ne surprend pas ici à Bandul. Parce que d'après les informations qu'on a ça et là, durant la campagne, Yaya Jammeh a été pour la première fois hué à Banjul, hué à Serekunda, et que ça c'était la première fois. Et que les Gambiens avaient décidé vraiment de finir avec
le régime de Yaya Jammeh. Même Yaya Jammeh, hier, en venant voter au niveau du 22nd July Square, Yaya Jammeh n'était pas tellement le Yaya Jammeh qu'on connaissait, le Yaya Jammeh qui faisait le show. Il était calme, il n'avait même pas voulu faire une déclaration. Il était accompagné de sa femme avec sa garde rapprochée, la garde qui est très nombreuse d'ailleurs. Mais Yaya Jammeh n'a fait aucune déclaration, il est parti. Ici, les Gambiens ne sont pas surpris. Même ce matin, en venant ici au niveau de la commission, l'ambiance était calme parce que les gens, depuis hier à 11h, ils connaissaient déjà le pouvoir. Et puis ici, les gens se disent que Adama Barrow, c'était le candidat idéal, c'était un intellectuel. Et puis tous les gens disent qu'ils ont confiance en lui parce que c'est un homme apaisé, qui est calme et que les destinées, il peut conduire les destinées de la Gambie sans problème. Et les Gambiens, tous sont sortis hier, même si vous allez au niveau des centres de vote, les queues étaient longues. Même j'ai rencontré quelques électeurs, ils m'ont dit que ici, leur carte d'électeur, c'est leur arme. Et avec ça, ils vont s'exprimer pour dire non assez au régime de Gambie, de Yaya Jammeh. 22 ans de pouvoir, disent les Gambiens, c'était suffisant. Tout à l'heure, à la proclamation des résultats, nous sommes ici au niveau de Serekunda, c'est à peu près une douzaine de kilomètres de Banjul, mais ici vous savez qu'en Gambie, Serekunda, c'est presque la plus grande ville. Il y a quelques véhicules qui sont passés avec quelques klaxons, mais vous savez qu'aussi, là où on est, au niveau de la commission, c'est isolé de la ville. Pour entrer ici, il faut montrer patte blanche parce qu'il y a les militaires, il y a les policiers qui interdisent tout accès. Il n'y a que les journalistes et les membres de la commission. Et j'ai vu ici tout à l'heure aussi quelques membres des organisations internationales qui sont venus. Il n'y a que ces gens-là qu'on laisse passer au niveau des points de passage. Personne ne passe, on est isolé du reste du pays, du reste de la ville. Ce qui est sûr, dans le reste de la ville, peut-être les gens sont en train de jubiler. Mais de toute façon, le président Maman Ndiaye a appelé les Gambiens à rester tranquilles. Il a dit qu'il y a certainement des gens qui vont jubiler, mais il y aura aussi des gens qui sont déçus et que en dernier lieu, il faut rester calme. C'est la Gambie qui vient de gagner. Après 22 ans de pouvoir, Yaya Jammeh a été sorti démocratiquement par Adama Barrow qui dirigeait une coalition qui était composée de 9 partis politiques. Alors, pas Malik, les communications avaient été suspendues ou coupées, en tout cas en Gambie. Est-ce qu'elles sont rétablies maintenant que les résultats sont tombés? Oui, les communications sont rétablies aujourd'hui. C'est pourquoi je suis entré en direct. Vous savez que depuis que je suis arrivé mercredi à 18h, vers 20h, on avait coupé toutes les communications. Il y a le téléphone qui était coupé, Internet qui était coupé. Avant ce coupure même, l'ambassade des États-Unis avait annoncé que toutes les communications allaient être coupées. Mais maintenant, les communications ont été rétablies vers midi moins, parce qu'à ce que on savait déjà que Adama Barrow a gagné et que Yaya Jammeh a accepté sa victoire. Et je vais vous donner même le résultat en pourcentage. Barrow, il a 46%, Yaya Jammeh à 37% et Kandé à 18%. Et cette coupure des communications a vraiment compromis le travail des journalistes. Parce que ceux qui sont parvenus même à être en relation avec les rédactions, c'est ceux qui avaient les grands moyens comme les valises satellitaires, ce sont ces gens-là comme Al Jazeera et d'autres grandes radios et télévisions. Mais nous, qui avons peut-être les moyens limités, on était restés en train de collecter l'information et ça nous a beaucoup gêné dans notre travail. Actuellement, toutes les communications sont rétablies. La Gambie maintenant est connectée au reste du monde parce que depuis 2 jours, la Gambie était en marche de ce monde qui bouge et qui va... Merci Papa Malik en direct de Banjul. La prochaine fois,
Mamadou Thior va certainement vous doter d'une valise satellitaire. Mamadou Thior qui est avec moi dans ce studio. Mamadou, bonjour. Bonjour, oui. Alors, votre analyse avec ces élections, les résultats qui viennent de tomber, élection présidentielle en Gambie, Yahya Jammeh qui reconnaît sa défaite et cet opposant Adama Barrow qui passe. Comment vous analysez cela? Est-ce que c'est le cycle des surprises qui continue après Trump, après Hollande? Absolument, Rogi. C'est le mot que je voulais donc vous emprunter. Une autre surprise après ce qui s'est passé à Washington, c'est dire que 2016, c'est l'année des surprises. Et puis, venant des pays anglophones, vous savez, dans la sous-région, la Gambie était peut-être le seul pays anglophone parce que le Nigeria, le Ghana nous ont habitués à des alternances à la tête de leur pays. Et qu'en Gambie, même au Libéria, mais aussi Sierra Leone, la Gambie, c'était pas ça. Donc, si cette information, parce que ça va être une longue journée cette journée. Nous attendons de voir ce que le Yahya Jammeh va dire, parce que c'est important qu'il puisse reconnaître sa défaite et qu'il puisse appeler Adama Barrow et le féliciter. Quand vous regardez en termes de chiffres, il y a une différence de 50 000 voix. C'est énorme en cas de défaite. Mais est-ce que Yahya Jammeh, pour qui le connaît, va accepter? Parce qu'il faut se dire que l'écart n'est pas assez énorme. Mais attendons de voir. Donc il faut s'en féliciter. Et c'est une surprise d'ailleurs, parce que tout le monde ne s'attendait pas à ce que Yahya Jammeh perd ses élections. On a vu tous les stratagèmes. L'internet coupé, notre envoyé spécial, depuis qu'on l'a envoyé là-bas mercredi, on n'avait pas de nouvelles de lui, on était même inquiet à la limite, et que on se réveille le lendemain des élections pour apprendre que Yahya Jammeh a perdu les élections, mais ce qui est important, c'est ce qu'il va dire, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, souvent l'entourage d'un président peut l'amener un peu sur des chantiers qui peuvent être désagréables pour l'avenir de la Gambie. Espérons que du côté de Jammeh, les gens ont intégré que la démocratie, c'est l'alternance et que dans 5 ans, il y aura une autre élection. S'ils se battent, ils peuvent revenir. Parce que c'est le principal problème en Afrique. Les gens pensent que le pouvoir est une fin en soi. Si on arrive à faire que, ce que François Hollande, parce que j'ai fait la corrélation, vous regardez, on a beau taxer François Hollande de tous les noms d'oiseaux, mais je dis, il est sorti par la grande porte, parce qu'il a utilisé un mot qui est important, le pouvoir ne m'a pas changé. Malheureusement, en Afrique, le pouvoir change. Beaucoup de nos chefs d'État, ils pensent qu'ils sont inamovibles. Et c'est le peuple qui élit, c'est le peuple qui défait. Quand le peuple décide, il faut respecter la volonté du peuple. Et je dis de ce côté-là, si Yahya Jammeh respecte la volonté du peuple gambien, on peut lui dire chapeau l'artiste. Et quel avenir pour Yahya Jammeh? Quel avenir il faudra voir. Parce que s'il accepte, je pense qu'il faudra quand même reconnaître qu'il sort par la grande porte. Sa présidence a été parsemée de beaucoup de méfaits. Beaucoup de nos confrères sont disparus. Deida Aïdara est le plus célèbre de tous ces gens-là. On ne peut pas lui pardonner ça. Mais je pense que par ce geste-là, ne serait-ce que pour la paix en Gambie, je ne le vois pas, parce que souvent par rapport à son nom et tous les noms d'oiseaux qu'on lui colle, pour qu'il puisse vivre ailleurs qu'en Gambie, ça va être difficile. Donc s'il reconnaît sa défaite, je pense qu'Adama Barrow serait en même peut-être de pouvoir le laisser vivre tranquillement dans le pays. Et éventuellement, s'il doit répondre, parce qu'il y a des crimes qui sont imprescriptibles, il doit pouvoir répondre de ces crimes-là. Et on ne sait pas, son avenir se jouera en Gambie, je pense, et ce sera aux nouvelles autorités gambiennes de décider de ce que Yahya Jammeh sera demain. Et la sœur Mariam Mané, en l'occurrence, voit déjà la réalisation du pont sur le fleuve Gambie. Oui, parce que c'est des projets, Yahya, on l'aime qu'on ne l'aime pas avec son ego. Ce projet-là aurait dû voir le jour. On se rappelle qu'il y a 2 ans, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était allé poser la première pierre pour la construction d'un pont. Ça devait être donc opérationnel à ce jour. Mais on connaît un peu les caprices de, je ne sais pas si on va dire l'ex-président gambien. Donc peut-être on peut espérer des lendemains meilleurs dans la coopération entre le Sénégal et la Gambie avec l'arrivée d'Adama Barrow. Mais pensons aussi à tous ces Gambiens qui sont à l'extérieur. Beaucoup sont actuellement au Sénégal d'ailleurs, qui sont réfugiés ici. Je pense à tous ces gens-là, la joie qui doit les habiter, et tous ces réfugiés qui vont pouvoir rentrer enfin dans leur pays. Je pense que ne serait-ce que ça, on peut vraiment se réjouir pour ce que le peuple gambien a fait ce jour. Merci, c'était l'analyse de Mamadou Thior en direct après l'élection en Gambie de Adama Barrow. Il remporte cette présidentielle devant Yahya Jammeh qui a régné durant 22 ans. Adama Barrow a obtenu 46% des voix, Yahya Jammeh 37%.
50% des voix. Le général de corps d'armée, Cheikh Gueye, a été installé dans ses nouvelles fonctions de SEMGA. Pour le nouveau chef d'état-major général des armées, il faut davantage organiser les forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces. La cérémonie d'installation du SEMGA s'est tenue au quartier Dial Diop en présence du ministre des Forces armées. Le reportage de Demba Diallo. Le désormais ex-chef d'état-major particulier du président de la République est à la tête des armées sénégalaises. Dans la lecture de son ordre du jour numéro 1, le général de corps d'armée énumère plusieurs défis auxquels il faut faire face. Cheikh Gueye. Il s'agira également pour nous de prendre en compte ces nouveaux défis sécuritaires qui demandent beaucoup plus d'esprit d'anticipation, beaucoup d'innovation, se renseigner. Nous devons également essayer en tout cas de maintenir le cap de moderniser l'armée dans une période de 2014 à 2025. Pour y arriver, il faut mettre les forces de défense et de sécurité dans de bonnes conditions, selon le nouveau SEMGA. Nous devons faire donc un effort sur l'homme, un effort sur le matériel majeur qui est acquis, un effort de maintenance pour pouvoir en s'en servir très efficacement. Au-delà de ça, nous essaierons de maintenir l'opérationnel, c'est-à-dire que mettre tous les atouts pour mettre nos hommes dans de bonnes conditions. Parce que si le moral n'est pas au fixe, si vous n'avez pas des hommes qui ont au top moral, vous ne pouvez pas avoir des opérations. Entraîner l'homme, le maintenir et le mettre dans de bonnes conditions de vie et de travail. À en croire le ministre des Forces armées, le SEMGA a tout le soutien du président de la République, le ministre Augustin Tine. Vous êtes chargé de poursuivre la politique de modernisation de notre outil de défense à la conception de laquelle vous avez été étroitement associé. Mon général, cette modernisation est plus que jamais nécessaire pour faire face aux menaces dans un environnement régional instable. Certes, notre pays est encore un îlot de stabilité. Toutefois, nous avons pleine conscience que nous ne sommes pas à l'abri d'agressions contre notre espace national et nos populations. Il nous faut donc être prêts. Dans cette redoutable tâche, le seul but qui veille, la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens et le développement de notre cher Sénégal. Le nouveau SEMGA a vivement remercié le chef de l'État Macky Sall pour cette nomination à la tête des forces armées sénégalaises. Donc un fantassin formé à bonne école qui prend les rênes de l'armée sénégalaise. Le portrait du général de corps d'armée Cheikh Gueye par Khali Amadou Narfal. Le nouveau patron de l'armée sénégalaise est un pur produit de l'infanterie formé à l'académie militaire de Meknes au Maroc, promotion 80-83. Le général de division Cheikh Gueye, né en 1960 à Djadjordé, près de Koki, dans la région de Louga, a poursuivi sa formation à Fort Benning de Géorgie aux États-Unis, à l'école d'application de l'infanterie de Thiès, à l'école d'état-major de Koulikoro au Mali et à l'école supérieure de guerre allemande. Un parcours jalonné de diplômes auquel s'ajoutent des formations au maintien de la paix à l'école Alioune Blondin Bey de Bamako et au Centre pour les politiques de sécurité à Genève. Le successeur du général d'armée Mamadou Sow peut se targuer aussi d'une riche carrière dans l'armée. Entre 1984 et 1986, il a été chef de section respectivement des bataillons d'infanterie, de parachutistes et d'instruction. Il passe commandant de compagnie l'année suivante. C'est ainsi qu'il a dirigé les fusiliers voltigeurs de Tambacounda, puis la 31e compagnie du 3e bataillon d'infanterie de Kaolack. Le général de division Cheikh Gueye a été commandant de brigade à l'EAI de Thiès, commandant du 3e bataillon d'infanterie de Kaolack, commandant des zones militaires de Kolda puis de Ziguinchor, avant d'être promu en juillet 2013 chef d'état-major de l'armée de terre. En mai 2015, le président de la République en fait son chef d'état-major particulier avant de lui confier le destin des armées nationales. Le nouveau SEMGA est tout aussi brillant dans les campus universitaires. Il a décroché plusieurs diplômes en droit, en langue anglaise et allemande. Il compte aussi un master 2 en études stratégiques et dans l'antiterrorisme. Enfin, il a reçu plusieurs décorations dans les différents ordres du Sénégal et à l'étranger, dont la Légion d'honneur française et la médaille de l'ONU au titre de sa mission au Congo. Allez, Amadou Narfal, la session budgétaire 2016 se poursuit avec ce matin l'examen du projet de budget du ministère des Infrastructures. Et c'est Gorbel Jacoba qui suit la séance plénière pour nous. Gorbel, bonjour. Bonjour Rogiatou, l'examen du projet de budget est en cours. Les députés tour à tour expriment leurs préoccupations au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Justement, le désenclavement de la Casamance et des zones de production agricole
préoccupe les élus. Ils souhaitent ainsi la construction d'un plus grand nombre de pistes de production dans la région sud, le bassin arachidier ou encore la vallée du fleuve Sénégal. Concernant l'amélioration de la mobilité des personnes et de leurs biens, les députés demandent la mise en circulation de bus Dakar-Demdik dans les villes de l'intérieur du pays. Ils exhortent ainsi l'État à verser une compensation financière à la société de transport public Dakar-Demdik pour qu'elle puisse réaliser ces projets. Et au sujet de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-Sindia, les parlementaires déplorent le coût jugé élevé pour les usagers et l'insécurité qui règne dans ce tronçon à cause de l'absence d'éclairage. La réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, l'entretien des infrastructures réalisées, ainsi que l'entretien des infrastructures réalisées préoccupe également les députés. Je rappelle, Rougui Atouba, que les débats se poursuivent. Précisez juste que le projet du budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement est estimé à plus de 198 milliards de francs CFA contre près de 193 milliards pour la gestion en cours, soit une hausse d'environ 4 milliards et demi de francs CFA. Rougui Atouba, donc, c'était Gorbel Jacoba depuis l'Assemblée nationale. Merci Gorbel. Et sauf changement cet après-midi, le ministre de l'Environnement défendra le budget de son département. Hier à l'hémicycle, le ministre des Affaires étrangères a annoncé l'expulsion par les États-Unis d'une centaine de Sénégalais en situation irrégulière. Mankeur Ndiaye a également évoqué les dossiers Mbayang Diop arrêté pour meurtre en Arabie Saoudite, Alkali Cissé et Samba Kane condamnés aux États-Unis, des dossiers pris en charge par ses services à Odiopke. 28 orateurs et accents sur la situation des Sénégalais de l'extérieur. Plusieurs sont dans les prisons du monde, d'autres deviennent des clochards. Une bonne partie demande un retour au bercail. Et selon donc plusieurs parlementaires, la réponse du ministre. En 2016, nous avons recensé quelques 66 cas, dont 5 cas d'assassinat. Il y en a aussi ceux qui sont en situation régulière. Il y a 93 Sénégalais aux États-Unis détenus, dont 4 à expulser immédiatement. En Espagne, nous avons 194 qui sont détenus, dont 2 femmes. Nous avons un total aujourd'hui de 311 détenus. Il y a quelques centaines de compatriotes qui ont été arrêtés aux États-Unis, qui sont sur le point d'être expulsés. Mais nous avions posé des conditions en disant que nous n'acceptons pas les charters. Ces emprisonnés sont suivis. C'est les cas Mbayang Diop, accusé de meurtre et emprisonné en Arabie Saoudite. Alkali Cissé aussi et Samba Kane, condamné à perpétuité aux États-Unis. Mbayang Diop se porte très bien. On a un contact régulier. Nous sommes en train d'aider trouver un avocat. En Arabie Saoudite, un étranger ne peut pas être un avocat d'une personne condamnée. Il faut que l'avocat soit saoudien. Le président de Turquie, Erdogan, a demandé la fermeture des écoles turques installées au Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères confirme. Officiellement, la Turquie nous a demandé de fermer ces écoles parce que ces écoles contribuent au financement de l'opposition qui tente de déstabiliser un régime. Nous sommes en train d'examiner cette requête. Nous avons reçu il y a quelques jours une délégation turque du ministère de l'Éducation nationale et nous sommes en train de voir comment sauvegarder l'intérêt des élèves, la poursuite des études et en même temps consolider nos relations avec la Turquie qui est un grand partenaire. Le ministre Mankeur Ndiaye de rassurer encore les Sénégalais, la diplomatie sénégalaise se porte bien. Son budget pour 2017 est arrêté donc à 62 milliards 565 millions 332 000 CFA. Et 28 minutes, l'actualité des sports est présentée en direct par Cheikh Tidiane Ndiaye. Bonjour. La compagnie sucrière sénégalaise va construire un plateau sportif à Richard Toll. Et c'est pour la jeunesse de Richard Toll sur un terrain de 17 hectares. Le coût est estimé à quelques 50 millions de francs CFA. La mairie de Richard Toll se dit très honorée par ce geste de la CSS, nous dit Mbaye Diop. Selon le directeur général de la compagnie sucrière, un terrain multisport et un terrain d'athlétisme viendront bientôt le jour à Richard Toll. Le financement est disponible. Cela va permettre à la jeunesse de Richard Toll de bien pratiquer les disciplines de leur choix. Ce plateau sportif sera construit sur un terrain de 17 hectares. La compagnie sucrière, à travers l'association sportive La Sucrière de Richard Toll, malgré ses contre-performances, a toujours été présente dans le monde du sport. Ce projet va coûter plus de 50 millions, dira André Froissart. Un geste très bien apprécié par le maire de la commune de Richard Toll. Pour Amadou Mame Diop, il n'attend que le ministère de l'Urbanisme leur affecte le terrain pour que la compagnie sucrière puisse démarrer les travaux.
Au nom des populations de la cité sucrière, le maire tient à remercier la compagnie sucrière qui est en train de réaliser d'autres projets comme la construction d'un collège à l'entrée de la ville. Richard Tolboyo pour la RTS. En championnat de football, on joue 2 matchs avancés de la Ligue 2. Et c'est la 5e journée qui démarre avec au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 15h, Renaissance de Dakar qui est 3e, qui reçoit Yogo 7e, et en seconde rencontre, l'AS Pikine 9e accueille la Sonacos de Diourbel qui est actuellement leader. Suite de cette 5e journée de la Ligue 2, demain samedi, dimanche et même lundi. En Ligue 1, on joue également la 5e journée ce week-end. Le match au sommet va opposer Niary Tally 3e donc au Jaraaf leader avec 3 longueurs d'avance. Coup d'envoi du match 17h30 demain samedi à Demba Diop. À suivre également le duel des mal classés à Ndiambour dernier qui reçoit dimanche Mbour Petite Côte 12e et 2e non relégable. Et puis notez également la finale de la 7e édition du trophée de l'intégration de l'UEMOA qui va opposer demain après-midi le Sénégal au Mali. C'est au stade Kégué de Lomé au Togo. CAN féminine de handball à Luanda en Angola, le Sénégal qualifié en quart de finale. Les Lions ont battu hier la Côte d'Ivoire par 24-17 et occupent toujours la 2e place derrière l'Angola. Mais les Lions ont besoin d'une victoire cet après-midi à 14h pour consolider cette 2e place et rencontrent donc les Camerounaises qui totalisent le même nombre de points que le Sénégal. À 18h, Angola, RD Congo dans le groupe B, Congo, Guinée et Tunisie, Algérie. Et c'est la dernière journée de la phase de poule. Et c'est demain, 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Le comité régional de handisport de Kaolack compte bien marquer cette journée par un don de sang, un tournoi de handi basket et une randonnée pédestre. Ce sera en partenariat avec l'association Mbolo Moy Dole et vous entendrez Sidi Fall, directeur technique régional de handi basket de Kaolack dans nos éditions à venir. Gianni Infantino, président de la FIFA, aux obsèques des joueurs de Capo Coense. Le président de la FIFA a reporté un déplacement prévu en Australie pour assister aux obsèques des joueurs du club brésilien décédé lundi en Colombie dans un crash d'avion. L'équipe brésilienne se rendait en Colombie pour disputer la finale continentale en Copa Sudamericana. Parmi les 71 victimes, la délégation officielle du club, l'équipe et 20 journalistes devant couvrir la finale. Et puis en Europe, le week-end footballistique marqué par le Classico en Espagne. Le FC Barcelone qui reçoit le Real Madrid demain samedi à 15h15. Les Madrilènes sont actuellement en tête du classement de la Liga avec 33 points et les Catalans sont 2e à 6 longueurs en Angleterre. Demain également à 12h30 pour la 14e journée. Le choc Manchester City-Chelsea. City 3e avec 30 points contre Chelsea 1er avec 31 points. Et puis en France ce soir, un match avancé de la 15e journée Caen-Dijon. C'est à partir de 19h45. C'était les sports avec Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci. À présent, la revue de presse est avec Caroline Diouf. Macky Sall, Manko Wattu Sénégal, accords et désaccords d'une audience dans la presse du jour. Et retenez déjà cette date du 2 juillet 2017. Les législatives fixées à ce jour, pouvoir et opposition ont enfin pris langue. Se réjouit Direct Info sur d'importantes questions de leur enquête quotidienne qui parle devant de Dégel. Informe qu'à la fin des opérations d'inscription, le fichier électoral sera audité entre accords et désaccords. Le déplacement de l'opposition vers Macky Sall, selon l'Observateur, n'a pas été vain. Des leaders de Manko Wattu Sénégal qui ont obtenu gain de cause sur l'essentiel des points de revendication. Seulement, il y a eu des points de désaccord et Manko, selon la presse, va communiquer aujourd'hui sur ces points de divergence qui subsistent. Il s'agit en fait, renseigne l'Observateur quotidien, du cas Abdoulaye Daouda Diallo et le recours au bulletin nul. Autre point de désaccord relève le Témoin quotidien, cette hausse du nombre des députés avec l'opposition qui maintient son refus. Le président de la République qui rappelle son attachement sans réserve dans le quotidien national au consensus comme mode de définition des règles du jeu électoral. Et puis un mandat, puis s'en va François Hollande à la une de la presse sénégalaise. Alors même si la décision du président français de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de mai 2017 ne crée pas trop de surprises, il faut quand même relever, selon le commentateur de Sud
Quotidien son caractère inédit. Une décision en tout cas de François Hollande de ne pas solliciter une deuxième fois les suffrages des Français qui suit selon la Tribune une logique, celle d'un président normal qui ne se fait pas d'illusions sur ses maigres possibilités d'être réélu. Un renoncement au pouvoir qui constitue selon l'analyste du Témoin Quotidien un véritable pied de nez à Yaya Jammeh par exemple, qui sera sans coup férir réélu ce week-end. Pour mon confrère, donc pendant que Hollande fait ses adieux à l'Élysée, ceux qui ont été élus presque en même temps que lui à la tête de leur pays manipulent, font des jeux d'intrigue parce que obnubilé par un second mandat aujourd'hui, c'est tout à son honneur, estime Birima de la Tribune, s'il est convaincu qu'un président qui ne respecte pas ses engagements ne peut pas être candidat. Et l'histoire retiendra qu'Hollande a quitté, il n'a pas chuté. Ousmane Sow aussi n'a pas chuté parce que personne écrit. La Tribune ne peut tuer ce géant artiste et c'est d'ailleurs l'autre grand titre à la une de la presse de ce matin, le décès d'Ousmane Sow avec le chef de l'État qui rend hommage dans la presse à un monument de la création, le géant qui fait partie lui aussi du cercle restreint de nos immortels. Fin de ce journal, le rappel des principales informations. La victoire d'Adama Barrow à la présidentielle en Gambie. Il a obtenu 46% des voix contre 37% pour Yaya Jammeh. C'est un exploit. Il a battu Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. Notre envoyé spécial en Gambie, Papa Malick Ndao, a donné les résultats en direct dans ce journal en direct de Banjul. Et puis l'armée a un nouveau patron. Il s'agit du général de corps d'armée Cherguei. Il a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Cheikh Tidiane Ndiaye, Mamadou Thior, Aboubakry Diako et André-Noël Tchandoum, à la technique RSI Souley Bari, national Ousmane Ba. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.